J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Margot Herter pour ce prochain numéro de Parole de coach. Dans Parole de coach, on décrypte le métier du coaching et on se pose la question au fond, c'est quoi être un bon coach? Normalement, on ne parle pas de marketing, on ne parle pas de business, mais cette fois-ci, on a fait quelques petites entorses, mais tu verras que c'est très intéressant parce qu'on est venu justement défoncer avec Margot les mauvaises pratiques. Margot, tu peux la retrouver sur Instagram, elle est créatrice de contenu, c'est une multipotentielle sans aucun doute, elle est aussi coach, elle est aussi à l'origine d'une marque de vêtements, elle est sur les réseaux depuis des années, c'est une sportive accomplie, c'est une influenceuse, c'est vraiment le stéréotype de la multipotentielle qui fait seulement ce qu'elle aime, des choses qui l'animent, des choses par lesquelles elle est inspirée et qui touche à tout et qui réussit beaucoup de choses. Je suis sûr que cette interview et cet épisode de Parole de coach va t'amener beaucoup de clés et on commence tout de suite avec la première question que j'ai posée à Margot. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton parcours vis-à-vis du coaching? Qu'est-ce qui t'a amené à être coach aujourd'hui? Et nous parler surtout de toi, les différentes vies que tu as eues au sein du coaching finalement, parce que tu as fait plein de choses différentes. Je me suis dit que ce serait une bonne entrée en matière de tout de suite commencer par, OK, toi et le coaching, c'est quoi l'histoire? Alors, j'ai commencé le coaching en 2014. Ouais. À la base, j'ai commencé le coaching par du coaching sportif. Pourquoi j'ai commencé par ça et pourquoi j'ai commencé le coaching? Parce que dans ma tête, j'avais toujours souhaité aider. Mais à l'époque, j'avais suivi un cursus scolaire très classique et le coaching, c'était un mot, j'en avais jamais entendu parler. Donc, T'as je ne pas connu savais à l'époque. pas. C'est ça. Et je ne savais pas en fait comment ça se matérialisait à l'époque. C'est-à-dire que bon, on m'avait présenté des voies très classiques. Je savais que je voulais aider les gens à aller mieux de façon générale. Et moi, mon tout premier projet, donc à l'époque, c'était de l'entrepreneuriat, mais je ne savais pas, j'étais encore au lycée. Je voulais monter une espèce de gros centre avec beaucoup de gens qui soient dans des domaines différents. Par exemple, un coach sportif, une diététicienne, un psychologue. Enfin, voilà, je voulais plein de casquettes pour aider une personne dans sa globalité à aller mieux. Donc, Mhm. c'était déjà une vision holistique à l'époque, entre guillemets. Sauf que vu que j'avais jamais entendu parler d'entrepreneuriat, je savais pas comment matérialiser ça. Et en fait, c'est sur le tas que j'en suis venue à découvrir ce que c'était vraiment le coaching. Et donc, je l'ai matérialisé dans un premier temps par le coaching sportif, Ouais. parce que pour moi, c'était un petit peu la façon la plus rapide de commencer à aider l'autre. Ok. C'est-à-dire que les autres choses, je les voyais trop complexes, trop long terme. Et moi, j'étais passionnée de sport déjà à l'époque. Et je m'étais dit, ce sera le meilleur moyen pour commencer à mettre un pied dans le coaching et à mettre un pied dans l'accompagnement et l'aide des autres. Mhm. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par le coaching sportif, parce que ça regroupait tout ce que j'aimais et ça me permettait de mettre un pied dans l'aide à la personne. Parce que les autres choses comme diététicien, psy ou autre, c'était des matérialisations de l'accompagnement que Ouais. je voyais beaucoup plus à long terme et pas de la même vision en fait pas la même vision de ce que je voulais apporter en fait à l'autre. Donc je m'étais dit parfait, le coaching sportif ce sera un très bon moyen pour commencer. Et au fur et à mesure en fait ça a été en expérimentant que je me suis rendu compte que euh, le sport c'était vraiment une de mes passions, quelque chose que j'adorais, mais que c'était pas forcément ce que j'aimais le plus dans mon métier, aider par rapport au sport. C'était Mhm. vraiment la relation à l'autre, sentir que j'apporte quelque chose, voir l'autre avancer, qui me stimulait et qui me faisait du bien et qui me satisfaisait, entre guillemets, dans mon métier. Donc, je me suis dit que ça ne devait pas se limiter qu'au sport et que il fallait absolument que j'aide les personnes avec d'autres outils, mais que je garde toujours ce noyau, en fait, qui est euh, je t'aide, je te donne des clés et je te tiens la main à certains moments pour te faire avancer. Pour moi, c'était vraiment ce que, en fait, j'ai appris sur le tas ce qu'était le coaching de façon globale. Et pour moi, le coaching, c'est euh, donner des clés à l'autre tout en lui donnant la main. Ok. C'est vraiment, et je pars du principe que c'est ce qui se différencie notamment de ce qu'on peut appeler consulting ou autre, où on donne Ouais. juste des clés ou bien où on fait à la place de la personne. Là, il y a vraiment cette relation humaine qui est au centre de tout pour moi. C'est vraiment, tu, voilà, en fait, qui que tu sois et quelle que soit ta problématique, pour moi, si tu aimes le coaching
que tu aimes l'humain et que tu es un bon coach, tu es capable de lui donner des clés, quel que soit le domaine. Parce que tu as ce côté coaching, en fait, qui est au-dessus de tout. Cette clé et cette vision, en fait, de vouloir absolument aider l'autre et lui apporter tout ce que tu peux lui apporter, en fait. Donc, je suis passée par là. Excuse-moi. Non, je disais, il y a une chose intéressante dans ce que tu dis, c'est tu as mis l'accent sur, dans des moments, ton client, ton patient, ton accompagné, toi, tu vas lui tenir la main et le soutenir et vraiment l'aider à dépasser un truc. Et ça s'oppose beaucoup à ce qu'on voit aujourd'hui dans le coaching traditionnel, où les coachs, ils ont décidé d'avoir ce qu'ils appellent une posture basse, une posture de recul, où ils disent rien, ils font rien, ils se placent simplement en miroir. Et en gros, ils ne te tiennent pas la main, ils ne te disent pas quoi faire, ils ne te montrent pas la direction. Ils sont juste là et ils te posent des questions. Ils disent, tu ne penses pas que… Et moi, j'ai beaucoup de mal avec cette posture-là du coaching. Et je voulais ton avis parce que toi, effectivement, tu as choisi de prendre le contre-pied, de varier complètement les postures et de dire, si mon client il a besoin d'un moment où je lui tienne la main, que je l'aide à traverser une épreuve, en attendant qu'il soit capable de le faire tout seul, je vais le faire. Et alors, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui, qui me dérange un petit peu certaines fois, dans le sens où je ne suis pas sûre que ça soit purement une technique de coaching bienveillante, mais que ce soit plus, en fait, pour moi, quand tu… Après, voilà, c'est peut-être une perception qui est faussée de ma part, mais j'ai l'impression que parfois, c'est un peu une solution qui est choisie par les personnes qui n'ont pas forcément les outils ou les capacités de s'adapter à chaque personne et qui vont avoir tendance à alors à 100%, c'est même pas de la responsabilisation, c'est plus de la culpabilisation, limite, de leur coacher. Et il y a beaucoup de rentre-dedans, mais pas forcément, sans forcément leur donner de conseils. C'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est à toi de faire les choix, t'es le seul maître de ton avenir. Moi, je suis juste là pour, justement, comme tu disais, faire un effet miroir, pour… en fait, tu lui sers à rien, entre guillemets. Il peut avoir un effet miroir chez quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas ça qui fait de toi un bon coach, d'être un bon miroir. Je pense, selon moi, le bon coach, il doit… on va peut-être aborder ça par la suite, donc je ne veux pas peut-être spoiler, je ne sais pas si c'est… mais oui, donc pour rebondir sur ce que tu disais, je ne suis pas pour, peut-être parce que je ne sais pas faire. C'est-à-dire que je ne sais pas être seulement spectatrice d'une personne qui a besoin de moi. Ok, c'est intéressant. J'ai besoin de, si je vois quelqu'un qui a besoin de moi, lui donner tout ce que j'ai. Donc, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas hyper positif par rapport à l'énergie. Ça, certes, je te l'accorde, je donne énormément d'énergie, mais à côté de ça, je suis satisfaite parce que je sais que quand je finis un accompagnement, j'ai tout donné et c'est très rare qu'une personne finisse un accompagnement, c'est même jamais arrivé pour tout te dire, en me disant je ne suis pas satisfait ou je ne suis pas satisfaite. Moi, j'ai besoin de me dire peut-être que derrière, cette personne, elle a du travail à faire de son côté aussi, bien sûr. Elle a énormément de travail à faire, elle, de son côté. Mais moi, de mon côté, j'ai donné tout ce que j'avais à lui donner. Et j'en suis fière et j'en suis satisfaite et j'ai fait au mieux. J'ai besoin de me dire ça. Pour moi, le jour où je tomberai dans le « je veux en faire le moins possible » et voilà, je veux seulement me contenter d'un effet miroir ou autre, peut-être que ça sera un moment où j'ai plus besoin du coaching dans ma vie ou bien une période, ça peut arriver, hein, on a besoin de faire autre chose, on a besoin de voir autre chose et on a besoin de régénérer notre énergie d'une autre façon. Ça peut aussi totalement arriver. Je suis très d'accord avec ça parce que moi, je suis passé par ça. J'ai coaché pendant très longtemps. Aujourd'hui, je coach pour ainsi dire plus. Aujourd'hui, je fais de la formation, je fais de l'accompagnement, mais concrètement, j'absorbe pas toute ton énergie pour me poser en miroir ou je te donne pas toute la mienne. Je te dis juste, je fais du mentorat en fait finalement. Je te dis, écoute, voici mon chemin. Visiblement, tu te reconnais en moi, donc voici quel chemin tu dois emprunter. Voici quels sont tes obstacles. Voici un tronc commun de formation pour te former et qu'on ait les mêmes bases d'informations pour communiquer ensemble, etc. Mais effectivement, j'ai beaucoup coaché pendant longtemps. Et je suis arrivé à un moment où en fait, j'avais juste plus d'énergie. J'étais plus capable de donner autant et j'ai dû me mettre moi en retrait et mettre en avant ma marque, mes programmes, mes accompagnements et tout ce que je distribue aujourd'hui. Finalement, j'utilise encore l'outil coaching avec mes clients, puisque dans nos groupes, si tu veux, il y a des moments où on les coach quand même un peu, vraiment, on utilise l'outil coaching pour les débloquer d'une situation. Mais moi, Jérémy Coleman, je ne me définis plus comme coach parce qu'aujourd'hui, à ce stade de ma vie,
je suis plus capable de mettre cette énergie en fait. Je comprends totalement. Je comprends totalement parce que c'est un sujet que j'aborde souvent avec des coachs, justement. Je pense que tu as des périodes, en fait, tu es obligé de fonctionner de façon cyclique en tant que coach, à moins que ça ne te dérange pas d'être épuisé ou de rien faire d'autre, entre guillemets. Moi, là, je vois, c'est par période, hein, je suis un petit peu, je me retrouve un peu dans ce que tu as dit. Il y a des périodes où je ressens le besoin parce que justement, j'ai envie d'apporter le meilleur quand je fais du coaching. Et du coup, je sens que je ne suis plus prête à fournir le meilleur parce que j'ai d'abord besoin de me recentrer, de faire des choses pour moi, de passer à des activités un petit peu plus créatives, que ce soit de la formation ou que ce soit même des activités qui n'ont rien à voir avec mes domaines de base. Et dans ces moments-là, j'arrête le coaching. Ça m'est arrivé d'arrêter le coaching beaucoup de fois, par période de 3 mois, 6 mois, 1 an. Et je considère que quand on est des personnes qui donnent énormément, on a besoin de ces phases-là pour se régénérer. Je ne conseillerais jamais à un coach qui est à 300% dans ses coachings de faire ça à l'année et de prendre beaucoup d'élèves. Parce que tout simplement, même si on aime ce qu'on fait, on est des humains et on est des simples humains qui allons finir par ne plus savoir gérer la fatigue et l'investissement d'énergie et de temps, en fait. Est-ce que c'est pas lié d'une certaine façon, tu penses, et on va enfoncer des portes ouvertes là, à tout ce qui est HP, multipotentiel, hypersensible, surdoué, etc., qu'on retrouve quand même beaucoup dans les coachs. C'est ton cas, c'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de coachs qu'on connaît et qui du coup sont des personnes qui fonctionnent quand même par gros pics d'énergie, mais qui sont très facilement aussi drainées de cette énergie et qui se retrouvent complètement à plat et dépassés et surstimulés et qui implosent en fait juste et qui finissent en burn-out. Hein. C'est une très bonne question et moi, je pense que c'est totalement lié parce que j'ai rarement vu des gens fonctionner autant comme ça. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on est tous cycliques, tous les humains, mais que chez les personnes, c'est moins accentué. Et nous, c'est des cycles qui sont très, très hauts, puis très, très bas, puis très, très haut. Et du coup, c'est ça qui est très dur en fait à gérer. C'est que, je sais pas toi, mais moi, il y a un truc qui se rajoute à ça. C'est que j'ai énormément, il y a un truc que je déteste, c'est me projeter long terme. Ouais, moi j'aime Ça bien. me. T'aimes bien? Moi, Ouais, j'aime pas je me fais des dire que. plans, je prends une feuille, tu sais, je fais des dessins, je fais alors dans 1 an je veux être là, dans 3 ans je veux être Alors, là, dans 10 ans je je me veux suis être mal là. exprimée. Je me suis mal exprimée. Je me projetais dans une activité long terme. Ah ouais, non, c'est chaud ça. Ah, voilà, on est d'accord. Moi, par exemple, quand je lance un coaching, je ne me dis jamais. Alors, les gens me demandent à chaque fois, c'est quand la prochaine session? Alors, je dis, potentiellement, c'est là ou là, mais c'est pas sûr parce que je ne sais jamais quand est-ce que je vais faire une deuxième session et si je vais en faire une. Ouais, pareil. Parce que j'ai trop besoin de me dire, de garder cette liberté et cette passion. Et pour moi, la liberté et la passion, c'est des choses qui ne sont pas forcément compatibles avec l'obligation, qu'on peut différencier de la discipline, mais c'est un autre sujet. Mais vraiment, là, par exemple, je suis à la fin des 3 mois d'accompagnement que j'ai fait dans un autre domaine, je pense qu'on abordera après. Euh, mais je sens que j'ai adoré. C'était incroyable. J'ai kiffé le processus de A à Z. Mais je sens que là, je commence à être sur la descente de l'énergie et que je vais avoir besoin, courant mai, là, d'une bonne phase de je me ressource, je crée du contenu tranquille, j'avance sur d'autres projets un petit peu moins dans le cérébral, entre guillemets, et je relâche la pression à ce niveau-là. Peut-être je pars un peu en vacances ou autre, mais j'ai besoin de bien savourer cette phase de Ouais, je donne. comprends. Et au final, ce qui est paradoxal, comme tu disais, c'est que quand on est dans la phase d'en bas, on est en train de réfléchir à 20 000 trucs qu'on va faire dans la phase où on va remonter. Et tout se passe en même temps. Et moi, quand je commence à remonter la phase où je me dis, putain, j'ai quand même besoin d'être stimulé, etc., je sors 20 trucs en même temps. Donc, c'est hyper paradoxal, mais je pense que ça fait un peu partie de nos fonctionnements. Avec le temps, on arrive petit à petit à se limiter parce qu'on sait que sinon on court Oui, au casse-pipe, entre guillemets. ouais, complètement. Mais c'est vrai que c'est avec le temps que ça vient parce qu'à la base, tu es à fond ou pas du tout là, quoi. Donc, faut apprendre à jongler avec cette énergie-là et c'est pour ça que je pense que
bah, faut pas s'enfermer. Après, ça, c'est vraiment ma vision, mais je pense qu'il faut vraiment pas s'enfermer quand on est dans des métiers de coaching, thérapeute, consultant, etc. Il ne faut pas forcément s'enfermer dans une case, mais plutôt se dire, j'ai tels outils, j'aime aider telle personne, j'aime apporter ça, j'aime transmettre ça, mes valeurs, c'est ça. Et avec ça, bah, je peux proposer ça, 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 ça. Moi, je vois vraiment ça comme ça, notre activité aujourd'hui. Et Savoir c'est pour pourquoi tu es ça, fait. Savoir pourquoi exactement, tu es fait, savoir. savoir pourquoi tu es fait. Mais le format, pour moi, c'est juste un détail, en fait. Dire je suis coach, ou bien je crée des formations, ou je suis consultant, ou autre, enfin, toutes les choses qui ont un rapport, pour moi, c'est un petit peu le même métier, mais avec des formats différents. Enfin, je pense que quand tu es un bon coach, tu peux très bien faire des bonnes formations ou faire du bon consulting. Ça se décline en fait. Ça se décline. Et je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur ce point-là parce qu'en fait, des bonnes formations, ça demande énormément de pédagogie, de capacité d'enseignement, de capacité de transmission d'une histoire, d'une trame narrative, etc. Et moi, j'ai remarqué souvent que des coachs extraordinaires, toi, tu viens de la création de contenu, on en parlera après, mais des coachs extraordinaires, quand tu les mets face à des formations, du copywriting, du marketing, de la création de contenu, ils sont nuls. Parce qu'en fait, ils ne savent pas créer une histoire, une trame narrative et la raconter pour aider les autres. Ils savent avoir une personne en face d'eux et se mettre en miroir et ensuite utiliser des outils pour aider cette personne. De la même façon que des gens qui sont des bons créateurs de contenu, tu les mets devant une personne en difficulté émotionnelle, financière, business, peu importe, hein, ou sportive ou autre. En fait, ils s'effondrent parce que juste, c'est pas leur métier de coacher. Toi, tu as cette double compétence de créa de contenu et de coaching. Parce que en fait, les deux ont grandi dans ta vie au fur et à mesure. Mais ça, je pense que c'est très lié à tous ces gros mots de haut potentialité, hypersensible, surdoué, etc., qui te caractérisent bien. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tous les coachs et thérapeutes qui nous regardent ou de tous les créateurs de contenu qui nous regardent. Et en fait, je trouve Alors, que créer du contenu, vendre des formations et coacher, ça reste deux métiers très différents. Ils peuvent aller très bien ensemble, mais pas forcément et pas à chaque fois. alors, créer du contenu, je suis d'accord, c'est un monde à part, totalement. Et on y reviendra après, comme tu dis. Par contre, pour les formations, moi, je pense que justement, alors je suis d'accord avec toi, mais juste le petit point que tu as dit par rapport au fait que les coachs sont des bons coachs parce qu'ils arrivent à se mettre en miroir et à adapter leurs outils, ça, je suis totalement d'accord. Mais du coup, je me dis que si du coup, tu t'imagines ton persona, entre guillemets, quand tu crées une formation et que tu utilises ces mêmes outils en te mettant en miroir, à la limite, ça va plus se situer, comme tu disais, au niveau du copywriting, à la limite, tu vois, ou peut-être, ouais, je sais pas, mais à la limite, peut-être se faire accompagner ou faire une formation pour créer des formations, entre guillemets. Mais je pense que tu peux quand même retranscrire tes outils, que ce soit dans un format ou un autre. Alors, peut-être pas un format classique. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai toujours eu du mal à faire, hein, faire un format de formation classique avec du texte, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore. Enfin, j'essaie encore de trouver le bon format pour moi, mais peut-être avec un format un petit peu différent, tu vois. Peut-être un format un peu plus interactif, peut-être un format plus vidéo 100%, ou je sais pas. Peut-être qu'il y a un truc à faire à ce Intéressant. niveau-là. Intéressant. Mais je sais pas sur quoi tu voulais rebondir, du coup, peut-être plus. Non, non, j'écoute et je réfléchis à ce que tu me dis en même temps, hein, Euh, toi, tu as commencé dans le coaching sportif. Ensuite, Ouais, tu es allé de plus en plus dans le coaching de vie. Et aujourd'hui, tu accompagnes en plus maintenant des web entrepreneurs, des créateurs de contenu, des gens qui veulent développer une audience, une marque et des produits sur Internet. Je pense qu'on peut résumer comme ça à peu près. c'est ça. Est-ce que tu remarques une différence dans le monde du coaching, et que ce soit dans le monde ou en France, entre le moment où tu as commencé et maintenant, et entre les différentes facettes du métier que tu as eu, toi? Alors, par où je commence du coup la, Alors, la question pute, c'est tiens, voilà, là, là, démerde-toi, file la patate chaude. c'est ça, c'est exactement ça. Alors, euh, dans les différents mondes de coaching, c'est-à-dire dans les différentes cibles plutôt, oui,
il y a une énorme différence. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai découvert en accompagnant des entrepreneurs, des freelances, des personnes qui travaillent sur Internet ou qui ont une marque ou qui sont créateurs de contenu. C'est que ces personnes-là, en général, attendent un petit peu moins de toi. C'est une généralité, hein. C'est pas du cas par cas, il y a des exceptions. Mais en général, ces personnes-là font plus leur chemin seules avec tes outils que dans les autres domaines où les personnes ont plus besoin que tu leur tiennes la main en général. Intéressant. En général, les questions sont plus claires, sont plus concrètes parce que du coup, c'est un domaine qui est très concret, l'entrepreneuriat, entre guillemets, même s'il y a beaucoup de mindset, il y a aussi beaucoup de concret. En comparaison avec des domaines comme le coaching de vie, où il y a beaucoup de choses qui sont difficilement matérialisables, tu vois. Et du coup, les outils sont d'autant plus complexes et d'autant plus personnalisés et adaptables. Alors que dans l'entrepreneuriat de façon générale, il y a des grosses bases qu'on peut transmettre de façon groupée et qui sont, selon moi, de ma vision, moins difficiles à transmettre de façon groupée. Alors que tu vois, du coaching de vie groupé, j'y avais déjà réfléchi, mais c'est impossible. C'est impossible. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop du cas par cas, en fait. Quand tu proposes ce format-là où tu aides les gens à se débloquer sur une problématique de leur vie, c'est beaucoup trop complexe pour faire du groupé. Alors que là, au niveau de l'entrepreneuriat, il y a plein de choses qui peuvent être appliquées à chacun, entre guillemets, que ce soit au niveau des outils marketing, au niveau des outils com et au niveau du mindset aussi. Donc, j'ai trouvé ça un peu moins difficile, entre guillemets, en termes d'investissement émotionnel et énergie. Après, ta deuxième question, c'était le coaching dans le monde. Comment, selon toi, a évolué le monde du coaching entre le moment où tu as commencé et aujourd'hui? Alors déjà, on était beaucoup moins. Beaucoup moins. Alors que j'ai l'impression que je parle de ça comme si c'était il y a 20 ans, mais pas du tout. On était beaucoup moins alors que c'était il y a 6-7 ans. Et il y avait une passion, je pense. Il y avait une vraie passion. Il y avait une passion du coaching. Et il y avait des gens qui… alors, c'est une généralité, hein, tu m'as comprise, mais il y a forcément des gens dans le lot qui n'étaient pas passionnés. Forcément, peut-être que je ne connaissais pas aussi. Mais il y avait beaucoup moins ce côté tout le monde a envie d'avoir un business en ligne. Il y avait beaucoup moins. Alors, c'est une très bonne chose d'avoir démocratisé les business en ligne. Hein. Je suis la première à dire que c'est très bien. Par contre, c'est vrai que je vois, alors c'est ma perception, hein, mais je vois beaucoup de personnes commencer en tant que coach pour les mauvaises raisons. Et je pense que c'est des personnes qui vont potentiellement avoir des surprises pas forcément bonnes par la suite, parce que le coaching, c'est un métier qui peut s'avérer être très difficile parfois, comme je disais juste avant, émotionnellement notamment. Et je pense que tu vas peut-être comprendre là où je veux en venir, mais je pense qu'il y a certains outils en tant que coach qui ne s'inventent pas, qui doivent soit être d'une part un petit peu innés, comme les relations humaines, et d'autre part acquises via l'expérience et des formations dans différents domaines, que ce soit la PNL, que ce soit pas mal d'autres choses. Et en fait, c'est des choses qui ne s'inventent pas. Si on n'a aucun de ces outils, aucune de ces compétences et aucun de ces côtés émotionnels et humains, on peut se retrouver dans des situations et ne pas du tout savoir en sortir. Et c'est là que commencent les problèmes, entre guillemets. C'est arrivé à des personnes que je connais, notamment dans le coaching sportif, de se retrouver face à des situations qu'elles ont créées de toutes pièces, dans le sens où il y avait pas mal de choses qui avaient été mal faites en amont. Mais c'est vrai que ces personnes-là, elles se sont retrouvées avec des gens en difficulté, en grosse difficulté.
et qu'elles n'ont pas du tout su gérer parce qu'elles n'avaient aucune empathie. Et forcément, la réputation se fait vite à ce moment-là et les masques tombent, entre guillemets. Et du coup, tu vois que le coaching n'était pas forcément fait pour les bonnes raisons. C'est des personnes qui proposaient des coachings sportifs de façon usine, qui n'avaient aucun suivi, il n'y avait aucun humain, et voilà. Et qui pensaient qu'en fait, le coaching sportif, c'était des plans tout prêts, online, des PDF tout prêts. Mais ça, c'est de la vente d'e-book ou de la vente de programmes en ligne. C'est pas du coaching. Tu peux pas dire je suis coach et je fais du coaching si tu envoies juste un PDF. Non, tu fais un programme tout prêt et tu l'envoies. Tu ne coaches pas ces gens. Voilà. Et du coup, il y a eu beaucoup de scandales, entre guillemets, dans le milieu sportif à ce niveau-là. Dans le milieu coaching de vie, en fait, j'ai l'impression que chaque domaine, il y a un petit peu ces dérives, entre guillemets. Ouais, je pense qu'on les a vus partout. Tu l'as dit dans le coaching sportif, c'est des gens qui vendaient du coaching et qui faisaient des programmes tout faits. On l'a vu dans le live coaching, c'est des personnes qui t'aidaient pas, qui faisaient rien. Et on le voit aussi dans le monde du business et du marketing. Des gens qui se disent coach parce que c'est le mot à la mode et qui coachent rien du tout en fait. Qui te disent tiens, voilà, démerde-toi. Et c'est pas du coaching ça. Et ça nous amène justement à une autre question qui est intéressante, et j'aimerais bien ton avis, c'est quoi les plus gros problèmes des coachs aujourd'hui, selon toi, de ceux que tu as rencontrés, de ce que toi tu as vécu? Quel est leur plus gros problème aujourd'hui dans le métier du coaching? Alors, leur plus gros problème à eux ou dans ce qu'ils font? Aux coachs en eux-mêmes, dans leur métier, dans leur pratique du coaching, etc. Quels sont les plus gros problèmes qu'ils rencontrent d'après toi? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas prêts à ce que les humains soient comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas… tu vois, tout simplement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des personnes dans leur vie perso, par exemple, qui sont prêtes à échanger, à aider l'autre et qui aiment ce débat, cette relation à autrui, etc. Et qui se sont dit, pourtant, je vais me mettre dans le coaching alors que c'est de l'accompagnement aux humains, en fait, tu vois. Et je pense que c'est pas un minimum empathique. C'est très difficile, en fait, de rebondir dans certaines situations dans le coaching. Et ça, c'est des choses, encore une fois, qui ne s'apprennent pas forcément dans les formations de life coach ou même de coach sportif ou autre. Et je pense que c'est ça un des plus gros problèmes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que c'était un métier d'humain. Que c'était un métier humain totalement à 200%, et qu'au contraire, il valait mieux être un bon coach dans les différents domaines, avoir un petit peu moins de connaissances peut-être, que d'avoir beaucoup de connaissances, mais d'être un mauvais coach. Dans le sens, qu'est-ce qui va le plus apporter aux personnes? Potentiellement, la personne qui a peut-être un peu moins d'outils, mais qui va savoir super bien les transmettre, super bien les faire appliquer au cas par cas, que la personne qui a beaucoup d'outils, mais qui va te les balancer et te dire démerde-toi. C'est intéressant. Donc, tu as des anecdotes moi, comme ça? Moi, je veux les dossiers. Moi, je veux les dossiers. Je suis sûr que tu as des anecdotes drôles ou alors pas drôles qui sont catastrophiques aussi. Dans le monde du coaching. Des drôles, je vais y réfléchir. Mais des moins drôles, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup dans le milieu du coaching sportif. Parce que c'est dans ce milieu-là que j'ai exercé le plus longtemps. Et aussi parce que c'est un milieu dans lequel j'ai beaucoup trempé, parce que je fais de la musculation, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui en font aussi, j'ai fait de la compétition de bodybuilding, etc. Donc j'ai côtoyé tout genre de coach, on va dire. Enfin, pas forcément côtoyé, mais connu. Et j'ai récupéré aussi beaucoup d'élèves qui potentiellement étaient passés dans les mains d'autres coachs avant de venir dans les miennes. Donc, moi, là où j'ai vu le plus de soucis, ça a été dans les diètes qui étaient proposées aux personnes. Donc, qui d'une part n'étaient même pas du tout personnalisées, mais ça, c'est
une chose qui est assez commune dans ce milieu-là, j'ai l'impression, Mhm. euh, mais qui en plus de ça était en fait très dangereuse. Était très dangereuse et en fait le problème, alors on peut bien sûr le transposer aux autres domaines parce que tu peux tomber sur un coach de vie qui va te qui va te faire prendre des décisions totalement aberrantes. Tu peux Ouais, tomber sur un j'en ai coach vu, hein. dans le business, bah j'imagine. Dans le Tu peux business, c'est tomber. ce que j'ai vu de pire. Dans le business, c'est ce que j'ai vu de pire parce que on a récupéré des clients qui avaient une aversion à la technique, une aversion au marketing, qui voulaient juste vraiment faire leur métier et kiffer. Moi, c'est ce que j'ai plus croisé, hein. Donc des coachs qui veulent juste kiffer leur métier et rien de plus. Ils veulent pas faire des millions, ils veulent un salaire sympa, tu vois, ils veulent faire leur vie. Et derrière, ils sont tombés sur des. Alors, en général, c'est des agences plus que des coachs qui leur ont fait Ouais, monter mais des systèmes avec des tunnels, des webinaires, des machins, des trucs, 5 000 € par mois de publicité, 10 000 € par mois sur les outils, les funnels, machin truc. Le coach, il vient nous voir, il fait au secours, c'est quoi ça et c'est dangereux parce que les gens, ouais. elles se dégoûtent, elles abandonnent. Mais au moins, contrairement à ce que toi, tu as vu, c'est pas dangereux pour la santé. Enfin, quoi que. C'est exactement ça que j'allais te dire. Mais je parlais du life coaching et même du business parce que pour moi, au final, c'est quand même dangereux pour ta santé mentale. Dans le sens où, tu vois, oui, il va y avoir moins d'impact à court terme, niveau santé, mais au long terme, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le coaching de vie, il y a des gens qui ont été mais, mais totalement matrixés, en fait. C'est-à-dire que Mhm. tu n'es pas censé, en tant que coach, changer la personnalité de quelqu'un, en fait. Tu Mais es, oui. là pour, certes, tu peux lui donner des outils pour que cette personne avance, tu peux la stimuler quand tu ressens que c'est le bon moment, tu peux essayer de la booster, etc. Ça fait partie du coaching, mais tu n'es pas là pour changer la personne. Même si Mhm. ça peut être un résultat qui va venir d'elle, qui va, grâce aux outils, avoir une nouvelle vision, ouvrir son esprit, etc. Et du coup, forcément, ça va impacter sa vie positivement, mais tu n'es pas censé changer ses valeurs, en fait. C'est Moi, ça le moi, truc. moi, j'ai vu des coachs business et des marketeurs qui font de la vente au téléphone et dont les instructions clairement notées noir sur blanc pour les personnes qui faisaient la vente au téléphone étaient tant qu'ils pleurent pas, la vente n'est pas faite. Le truc, Ça ne m'étonne pas. ça s'appelle la vente sous pression, c'est-à-dire qu'on te détruit psychologiquement au téléphone pour que tu n'aies plus aucune confiance en toi, on pense que tu ne puisses plus y arriver et en gros, on vient en sauveur te dire mais t'inquiète pas, je vais y arriver avec toi, ça fera 20 000 €. Et j'ai vu des gens finir détruits parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Et du coup, par contre, ils étaient toujours Ah, tu détruits. m'étonnes. J'ai vu des gens signer des coachings à plus de 100 000 € alors qu'ils débutaient. Et s'endetter à vie. D'ailleurs, il y a des reportages là-dessus sur des mecs qui ont fini en prison, hein. Et je pense qu'il y en aura d'autres dans les prochaines années. Ceux qui ont voulu faire de la vente dégueulasse, là, qui est complètement illégale en France, en plus, c'est complètement interdit. Il y a des dérives là-dedans qui sont horribles. Et c'est ce que j'allais te dire. Moi, c'est un des trucs qui m'a éloignée. Euh, c'est bête, tu vois, parce que ça n'a aucun rapport avec moi. Mais c'est un des trucs qui m'a éloignée un peu du coaching à un moment. C'est que, en fait, je, je supportais plus le milieu. Je Ouais. supportais plus le milieu et je supportais plus alors je mets des énormes guillemets parce que ça veut rien dire, mais je supportais plus le dev perso. Je comprends. Alors que, en fait, le dev perso, c'est quotidien, ça peut être aller à la salle, ça peut être. Mm. Mais je supportais plus le dev perso Instagram, enfin YouTube, Facebook, tout ce que tu veux. Mais je supportais plus cet aspect euh, hyper, hyper culpabilisant, hyper, normé aussi. Parce que Mm. finalement, le dev perso, ça doit être un truc qui est hyper différent d'une personne à l'autre. Et là, tu voyais des espèces de normes se créer, de vieux clichés, alors que, bref, voilà. Et donc, ça rejoint ce que tu disais par rapport au coup de pression téléphonique, Yeah. à cette fausse empathie, en fait. Tu vois, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup appuyé sur le mot empathie depuis tout à l'heure. Oui. Parce que, en fait, tu peux être un bon coach, tu peux être quelqu'un, un bisounours, quelqu'un qui veut vraiment le bien des gens, mais gagner de l'argent. Ça va ensemble. C'est pas Ah ben, incompatible. Et j'espère. les gens, ça serait bien pour nous quand même, mais mais il y a beaucoup de gens qui ont choisi un camp. Il y a beaucoup de gens qui ont Mhm. choisi un camp et qui ont oublié l'un ou l'autre. C'est-à-dire, tu as Ouais. les coachs empathiques et
profondément bons, etc., qui se sont dit, je vais me tuer à la tâche, c'est pas grave, je garde mes petits 10 élèves à 80 € par mois, et puis au pire, je prendrai un CDI à côté pour survivre. Et puis à côté de ça, tu as les gens qui ont appris des techniques marketing un petit peu dignes des personnes qui sont allées en prison, comme tu dis, et qui du coup ont fait beaucoup d'argent rapidement. Mais pour moi, on est sorti du marketing sain en fait. On est sorti du marketing, du vrai marketing de base, qui était juste savoir se vendre en fait, mais qui n'était pas une manipulation aussi extrême de personnes dans des situations autant de faiblesse. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que, et il y en a plein qui vont dire oui, mais t'es pas responsable des gens, mais là, c'est n'importe quoi ce que tu dis, tout le monde est libre de ses choix. En fait, je suis pas 100% d'accord avec toi. Avec ça, pardon, pas avec toi. La liberté de choix. Moi, j'ai rien fait. Tu sais, je commence à t'embrouiller. Mais la liberté de choix, pour moi, elle n'est pas forcément vraie. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des gens au téléphone pour le coaching, là, pour le coaching entrepreneur. Je sentais qu'ils n'étaient pas vraiment dans une situation où ils étaient libres de leur choix. Dans le sens où c'est des gens qui étaient dans une assez grosse difficulté, mais il y avait d'autres choses derrière. Et moi, je sentais que je pouvais très bien le vendre, l'accompagnement, mais ça ne répondait pas à leurs besoins, qui nécessitaient une aide beaucoup plus profonde et qui n'était pas de mon ressort, en fait. Et dans ces personnages, je leur disais gentiment que je pense que l'accompagnement ne leur convient pas et que voilà, je les redirigeais vers des collègues, etc. Mais c'est le genre d'aubaine en or, entre guillemets, pour les personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées. Et moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne sais pas du coup si c'est la même personne dont tu parles, mais c'est une personne qu'on a pu voir dans des documentaires. Je ne parle pas de Tony Robbins. Et en fait, c'est une personne que moi, j'ai vue en vrai. Parce qu'à l'époque du commencement des perso, etc., j'étais hyper curieuse parce que je m'étais dit, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je ne sais pas comment le matérialiser. Et moi, j'adore parler, ça se voit. Et j'adore le format conférence. J'adore le format conférence. Et du coup, je m'étais dit, ça pourrait être super cool. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'aimerais beaucoup transmettre, en fait, à des personnes qui sont en face de moi, avec qui je puisse échanger, même après la conférence. Enfin, vraiment, c'est un format qui me correspondrait. Donc, je suis allée à une de ces conférences-là et j'ai vu exactement ce que tu disais. C'est-à-dire, j'ai vu en direct une personne choisir. Donc, en fait, il ne faut pas être devin. Il suffit d'être un minimum un humain, en fait, pour ressentir quelqu'un qui va vraiment pas bien. Et j'ai vu cette personne-là, on était une grande salle, choisir la personne le plus mal de la salle. Je l'ai vu analyser les gens. Par exemple, moi, je regarde, je le fixais dans les yeux, mais il ne m'a pas regardé. Son regard, il m'a juste balayé. En fait, il voyait que moi, je n'étais pas du tout la bonne cible. Pareil pour les personnes avec qui j'étais accompagnée. Enfin, il ne me regardait pas spécialement. Son regard, il s'est vraiment dirigé vers les personnes que ça se ressentait que ces personnes-là étaient en état de détresse, en fait. Ça se ressentait, pas besoin d'être devin, encore une fois, pas besoin d'être voyant. C'est des personnes dans leur posture, dans leur attitude, dans leurs yeux, on disait qu'elles étaient vraiment mal. Et il a choisi une de ces personnes et il s'est acharné sur cette personne. Il s'est acharné sur cette personne-là jusqu'à la faire pleurer et jusqu'à ensuite appliquer une technique totalement bateau, entre guillemets, tu es dans cet état-là, exactement ce que tu disais. Moi, regarde, je suis telle personne, je peux te proposer ça, ensemble on va faire ça. Regarde, tu as juste à changer de vision pour faire ça. Du coup, la personne, forcément, elle était stimulée par ce qu'il disait. Et derrière, à la fin, elle a pris un de ses séminaires à X euros. Voilà. Donc, j'ai vu ça de mes propres yeux et ça m'a vraiment choquée. Ça m'a choquée. Je savais que ça se passait comme ça.
mais je ne pensais pas à ce point et ça m'a mis très mal à l'aise. Et en fait, cette personne-là, à la fin de la conférence, donc beaucoup de gens attendaient pour lui parler. Et moi, en fait, j'allais faire ma première conférence, donc sur la nutrition, rien à voir, 6 mois après. Et en fait, du coup, j'étais allée lui parler pour lui demander. En fait, moi, j'avais une question à lui poser, c'était comment est-ce que tu te prépares avant une conférence? Mhm. Et du coup, je me suis dit, bon, malgré ce que je viens de voir, j'ai pas payé pour rien, je vais par curiosité aller lui demander. Et en fait, c'est une personne que j'ai mis très mal à l'aise. Je l'ai mis mal à l'aise en fait avec ma question parce qu'il a l'habitude qu'on lui pose des questions hyper dans ses cordes entre guillemets. Et en fait, je lui ai posé cette question et il m'a dit pourquoi. Il était tout déstabilisé. Je lui ai dit bah en fait, je fais ma première conférence bientôt. J'aimerais bien savoir bah, comment tu te prépares et tout. Est-ce que tu et il était pas, enfin, il a bégayé. Et je me suis dit waouh, mais en fait, enfin, tu sais même pas Ouais. rebondir sur une personne. Enfin, Ta connexion tu elle est vois. instable là, je t'entends plus bien. Ah mince, Attends, je mince, vais mettre j'ai là. rien changé. Hop, on est de retour. Alors, il y a plus d'image de Margot, mais bon, vous l'avez vu pendant 40 minutes avant, donc ça va. C'est pour lui libérer de la bande passante sur Internet et pour qu'on l'entende mieux. Margot, il y a une dernière question que je voulais absolument te poser avant qu'on passe aux petites questions de fin. C'est quoi, selon toi, les meilleurs conseils qu'on peut donner pour être un bon coach? Alors, les meilleurs conseils que je pourrais donner, c'est de commencer pour les bonnes raisons, Mhm. le premier, parce que sinon, bah, la flamme risque de vite s'éteindre et la passion risque de se laisser éteindre par bah, toutes les choses qui font vraiment partie du coaching. En fait, il faut être conscient Mhm. que le coaching, c'est pas le métier tout rose qu'on peut voir sur Internet où tu vis à l'autre bout du monde et où tu travailles 1 heure par semaine. Ouais, clairement. Voilà, le coaching, le vrai coaching où tu passes du temps à aider les gens, quelle que soit ton offre, que ce soit même une offre haut de gamme ou d'accompagnement haut de gamme, il faut être là pour les gens en fait. Il faut être là pour les aider et il faut avoir envie vraiment de transmettre avec le cœur et de le faire à 100%. Sinon, soit il faut augmenter ses prix si on considère que bah, on n'est pas assez récompensé Ouais. pour ça, soit il faut trouver un autre format, soit que ce soit comme on disait tout à l'heure du consulting, des formations, enfin voilà. Mais le coaching, il faut être conscient que on donne quand même de l'énergie. On n'est pas là Mhm. pour juste donner des outils et salut, on se retrouve dans un mois. C'est Mhm. vraiment enfin, voilà, c'est un accompagnement où Ouais, on prendre le temps, donne ouais. de notre personne. Mhm. C'est intéressant. On arrive tout doucement, on a fait le tour des questions que je voulais absolument te poser, des choses que je voulais absolument voir avec toi. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose que tu aurais aimé encore dire après tout ce qu'on a échangé là et tout ce qu'on a discuté ensemble? Euh, je réfléchis, mais une des choses qu'on pourrait dire, enfin que je pourrais dire, c'est que en tant que coach, il faut pas hésiter à vraiment s'écouter, comme on disait tout à l'heure avec Jérémy. Je pense que c'est hyper important de dire ça au coach, dans le sens où en fait, bah, l'argent, c'est un moyen, certes, sert à beaucoup de choses, mais quand on n'a plus d'énergie et qu'on est dans une phase où on a donné vraiment toute notre énergie, faut Mhm. aussi penser à prendre du temps pour soi, à mettre certaines choses en pause si besoin, pour revenir avec plus d'énergie et faire les choses de façon plus productive et optimale. C'est un métier qui demande beaucoup d'énergie et qui demande beaucoup d'émotions aussi, enfin, comme on disait tout à l'heure, d'émotionnel, Ouais. d'empathie. Euh, et du coup, qui prend forcément enfin, qui peut causer beaucoup de fatigue quand on coach beaucoup. Donc voilà, je conseillerais aux personnes soit de vraiment bien répartir leur coaching dans le temps, soit de trouver un format qui leur permet de à la fois être là sans donner toute leur énergie non plus, dans le sens sans se faire sans dépasser nos propres limites en fait. Voilà, fixer des limites, que ce soit dans le temps, que ce soit dans la journée, dans la semaine, se garder 1 ou 2 jours totalement off et annoncer ça dès le départ aux clients. Mhm. Et voilà, de préserver votre énergie parce que ça peut être une des choses qui dégoûte du coaching en fait.
le fait d'avoir l'impression qu'on nous bouffe notre énergie, etc. Alors qu'en fait, c'est normal que le coaching prenne de l'énergie. Le coaching prend de l'énergie, c'est difficile de faire autrement. Et du coup, réussir à trouver un juste équilibre petit à petit qui nous permette voilà, de continuer à coacher si on aime vraiment ça, sans tomber dans un burn-out ou dans la quête de toujours plus de clients, qui n'est pas forcément une bonne solution. Et voilà, essayer, Jérémy est la meilleure personne pour parler de ça et pour conseiller à ce niveau-là. Mais voilà, trouver un équilibre en faisant une offre qui vous permette d'aider vraiment les gens, qui fixe vos limites aussi et qui vous rémunère à votre juste valeur. Ça, c'est le coaching parfait, entre guillemets. C'est pas forcément possible de l'atteindre les premières années parce qu'on a besoin aussi de faire notre expérience. On a besoin aussi de voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, quelles personnes on aime vraiment accompagner, quelles personnes on aime moins accompagner. On a besoin de faire des tests. On a besoin de faire des tests aussi au niveau du format pour voir quelle est notre limite en termes de gain, de donner notre énergie, de donner notre temps. Quelle est notre limite. Voilà, moi, au début, je pensais que j'allais pouvoir coacher tous les jours, toute la semaine, mais c'était parce que c'était le début et que j'étais… Ouais, c'est ça. Et que j'étais jeune et que j'avais beaucoup d'énergie à revendre. Et puis, petit à petit, on se rend compte que c'est pas possible. Et on se rend compte qu'on peut coacher moins et coacher mieux, au final. Donc, voilà, c'est au fil du temps que moi, j'ai réussi à trouver mon équilibre et à trouver des formats qui me permettent d'aider à la hauteur de ce que je veux vraiment aider. Et aussi, d'avoir du temps pour d'autres choses et pour régénérer mon énergie. Merci d'avoir partagé tout ça et d'avoir accordé tout ce temps à cette interview, à ce format. C'est que Parole de coach, moi, c'est un nouveau format que je développe et que je suis très content de développer. Et je suis très content que tu sois parmi les premières, du coup, à y avoir participé. Donc, un grand merci, Margot, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Jérém, et j'ai hâte de voir les prochaines interviews. C'était un plaisir, en tout cas. Et je te dis à très vite. À très vite. Bye. Bye. Cet épisode de Parole de coach est déjà fini. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas surtout à cliquer sur le lien dans la description pour en savoir plus sur ce que je fais et récupérer tes ressources gratuites et ma méthode pour trouver profondément pourquoi tu es fait et comment développer des compétences et un métier qui rapporte de l'argent sans viser la course aux millions. Et si cette vidéo, tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, surtout n'hésite pas à lui partager. Maintenant, je te laisse et par contre, j'ai des vidéos à te proposer. Elles arrivent sur l'écran juste après.